Et donc le drame d'une organisation qui n'est pas apprenante, grosso modo, c'est de se retrouver dans cette situation qui peut être décrite comme situation d'aliénation culturelle. C'est-à-dire entre nous, professionnels, on est complètement à l'aise, on s'entend bien, on a des trucs à se dire, on est fort dans notre métier, mais juste ça n'intéresse personne. Et donc le drame d'une organisation qui n'est pas apprenante, grosso modo, c'est de se retrouver dans cette situation qui peut être décrite comme situation d'aliénation culturelle. C'est-à-dire entre nous, professionnels, on est complètement à l'aise, on s'entend bien, on a des trucs à se dire, on est fort dans notre métier, mais juste ça n'intéresse personne. Ça vous parle peut-être? Alors les situations d'aliénation culturelle, elles sont très très fréquentes dans tous les espaces professionnels. François Sigaud, qui a inventé l'expression, prenait l'exemple par exemple de l'état-major français pendant la guerre 14-18. Et donc ils sont très très bien habillés, ils sont autour ils déplacent des petits soldats comme ça, 1 million de morts, non, ils réagissent pas, c'est toujours pas, 2 millions de morts, non, tout va bien, etc. Avant que d'essayer de recouvrer, grosso modo, une connexion avec le réel et le terrain. Alors, une des formules de l'aliénation culturelle, c'est ce qu'on appelle, alors une formule un peu dénonciatoire, qui est le corporatisme. C'est-à-dire que des gens qui développent une professionnalité et qui ne s'intéressent plus du tout à l'utilité sociale de ce qu'ils font. On peut dire comme ça. Alors le corporatisme est souvent dénoncé. Hein. C'est pas cette figure-là que je veux pointer, quoi. C'est vraiment le corporatisme en tant que figure d'aliénation culturelle. Voilà. Bon, alors. Après, ça peut être très joli. Hein. Il peut rester des vieux métiers comme ça qu'on met dans les musées, mais il faut impérativement pas du tout se retrouver dans cette situation. D'où une exigence qui est souvent portée, qui est une exigence de plusieurs natures, hein, qui est une exigence sociale, on va dire, de professionnalisation. Alors voilà un terme qui s'est mis à la mode aussi, enfin là il y a longtemps, hein, il y a 20-30 ans, il faut se professionnaliser. On peut produire aussi une autre image quand on pense au fait que, pour le coup, voilà, il y a des entreprises qui ont été rachetées pour des raisons financières, qui sont liquidées, et les organisations syndicales et les travailleurs de ces entreprises les rachètent d'un certain point de vue et montent des sociétés coopératives et montrent qu'effectivement cette histoire est rentable. Donc pour le coup, l'entreprise, elle n'est pas aliénée, elle est bien adossée à un marché, elle fait des bénéfices, etc., etc. Une source importante d'aliénation, précisément, là, c'est la façon dont celui qui finance l'activité, ce pourquoi il la finance, qui n'est pas du tout le fait de faire vivre une entreprise. C'est pas ça qui l'a intéressé. Et donc le pire n'est jamais certain. Le lien avec l'analyse stratégique est, je le trouve vraiment intéressant, quoi, parce que dans l'analyse stratégique, on voit bien, bon, on étudie les acteurs dans un système, c'est du Crozier, quoi. Et alors il y a des acteurs qui, maîtrisant une zone d'incertitude, voilà, gagnent du pouvoir dans l'organisation. C'est ça, une zone, c'est-à-dire qu'ils rendent leur conduite pas forcément prévisible, etc., vis-à-vis des autres. Et on voit bien les jeux auxquels ça peut donner lieu, quoi. Donc quand on fait des analyses stratégiques pendant quelques années, j'ai enseigné chez Crozier Friedberg. Et j'accueillais les étudiants qui étaient on dirait en Master 2 aujourd'hui, quoi. Ils devaient faire des enquêtes comme ça. Et les enquêtes, ce qui restituait, c'était vraiment le bordel à chaque fois. Donc ils faisaient une analyse stratégique et on voyait bien qu'ils mettaient en scène des espèces de guerres internes, quoi, grosso modo. Et alors leur conclusion était toujours la même à la fin des mémoires. Ils étaient un peu fatigués. Ils écrivaient ça la nuit. C'est bon, ça communique pas assez intense. Il faudrait développer la communication, il faudrait s'entendre, il faudrait que vous deveniez tous gentils et ça se passera bien, quoi. Mais alors il y a quelque chose de vrai dans cette conclusion. Par exemple, dans l'exemple que vous donnez, un nouveau référentiel du projet autour de l'EducPop et une culture interne autour de culture, voilà, avec ses propres références. Et la question se pose de savoir est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un processus de conversation à plusieurs et entre qui permet précisément de travailler ce qui circule entre ces différents référentiels. En quoi l'EducPop, elle serait aussi loin que ça de la cible donnée aux acteurs de la culture, ou vice-versa, quoi. Quand même une tonne de littérature sur le sujet et sur les associations ou les amitiés possibles
dans ces deux sphères, mais c'est vrai que c'est quand même un peu particulier. C'est-à-dire que si c'est la guerre des références, ça devient problématique. Normalement, c'est la même source. L'ordre culturel et l'ordre social sont nés concomitamment, et avec des échanges quand même permanents. Et donc, voilà, il faudrait faire le diagnostic de ce qui coince, là, pour le coup. L'outil de la conversation est un outil qui... personne ne se parle, comme on dit. Hein, mais, voilà. Et ça s'équipe aussi, c'est une technique. Hein, c'est pas une discussion altercative, la conversation. Et on ne s'engueule pas, la question n'est pas de savoir qui a raison. La question, plutôt, c'est d'imaginer... Chacun imagine dans son coin qu'est-ce qu'on pourrait vouloir. On forme des images, des concepts, etc. Et après, on documente. On voit dans le savoir disponible, est-ce qu'on a des acteurs qui font déjà ça, des gens qui nous soutiennent, des références qu'on peut mobiliser et qui donneraient sens plutôt à des articulations, plutôt qu'à des oppositions. Et normalement, un management ou une direction stratégique de structure, ça doit être discutant, quoi. On est là pour pas être d'accord et pour produire une image du futur, on va dire. Moi, je trouve votre questionnement très intéressant. Alors, il m'évoque deux choses. Le premier, c'est la question de la temporalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a compris quelque chose qu'immédiatement ça se met en place. Et que si les choses sont un peu enquistées comme elles le sont aujourd'hui, ça s'est fait sur un temps long. Et je pense que c'est aussi un temps long que de le désenquister, quoi. Et qu'en même temps, s'y atteler, c'est important. Donc la question de la temporalité, elle me semble vraiment très importante. Le deuxième point par rapport à ce que disait Laurent, je pense que c'est bien de mettre en place ces espaces d'échange, c'est pas pour tomber d'accord, mais c'est parce qu'on sait sur quoi on n'est pas d'accord. Et comme on sait sur quoi on n'est pas d'accord, du coup on a peut-être davantage d'éléments pour savoir comment construire un travail qui, sans nous mettre d'accord, peut nous rapprocher, pas nous opposer, nous permettre de nous comprendre dans nos différences. Je pense à ça, par exemple, dans les questions d'alternance. Souvent, les formateurs que je forme au CNAM se déplorent en disant « Ah là, mais c'est terrible, les tuteurs, ils apprennent le contraire de ce que nous, on apprend. » quoi. Et donc, on fait dans le travail, justement, ce qu'on dit de ne pas faire, nous, en formation. Du coup, quand les alternants reviennent, ils nous disent « C'est même pas vrai, vous nous racontez, c'est théorique, hein, ce que vous dites. » Et ils se lamentent. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'entre ce qu'on a appris et ce qu'on va faire, c'est pas pareil. Parce que c'est là que ça forme. C'est là qu'on comprend. C'est là qu'on élabore éventuellement des stratégies d'action un petit peu différentes. Et c'est parce que ça ne se correspond pas, qu'il y a du décalage, que ça fait émerger, questionner, débattre et d'une certaine manière partager. Que je pense que partager le désaccord, c'est très important. Mais il faut le promulguer, il faut vraiment le mettre en avant, avec l'idée quand même que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne promulgue pas le désaccord aussi aisément que ça, voilà, mais c'est important de se prendre le temps pour ça. L'autre définition très intéressante que donnent Agiris et Schoen, et qui est extrêmement problématique, c'est que une organisation apprenante, c'est une organisation qui apprend. Et comment elle apprend? Elle apprend quand ses membres apprennent pour elle.